Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de mon futur projet, donc qui est un flipper qu'on appelle aussi un pinball. Là, je suis actuellement sur l'étude de l'actionnement des batteurs. Alors, les batteurs, ce sont les deux petits bras qui sont en bas, au centre, et voilà, qui peuvent être actionnés pour empêcher, autant que possible, la bille d'être perdue. Ce sont des bras qui fonctionnent en tout ou rien. Soit ils sont fermés, soit ils sont ouverts. Et ils sont actionnés chacun par un bouton, un à gauche, un à droite. Et le problème que j'avais... Et puis, ils sont actionnés, pardon, j'ai oublié de vous le dire, chacun par un solénoïde que vous pouvez commencer à apercevoir ici. En fait, c'est un gros électroaimant. Ça peut consommer jusqu'à 3 ampères sous 12 volts. Donc, j'avais identifié un problème quand j'avais réfléchi à tout ça. C'est que, bon, je sais qu'un solénoïde ne peut pas rester en permanence sous tension, c'est pas prévu pour ça. Donc, sinon, il risque de chauffer. En plus, c'est des intensités importantes, hein. Donc, et je m'étais dit, ben, c'est le seul endroit du jeu où le joueur a la main et pourrait rester, on va dire, trop concentré sur le jeu, à garder les doigts appuyés sur les boutons. Et donc, les solénoïdes vont chauffer. Donc, je me suis intéressé un petit peu au problème et je me suis dit, il faudra que si ça reste appuyé, au bout d'un certain temps, automatiquement, le courant soit réduit dans le solénoïde. Alors, j'avais bien vu, parce que en regardant un petit peu les flippers à l'ancienne, eh bien, les tout premiers étaient équipés ce qu'on appelle une résistance d'économie, hein, c'est-à-dire c'est une résistance qui se mettait en série avec la bobine une fois que celle-ci avait été actionnée. Ensuite, il y a eu des évolutions, et donc les bobines, en fait, les solénoïdes comportaient deux bobines. Au lieu d'avoir une bobine d'actionnement avec une résistance d'économie, c'était deux bobines, une bobine d'actionnement plus une bobine de maintien. Bien, donc moi je me suis dit, ben non, je vais pas faire comme ça, je vais essayer de faire un système électronique. Et donc voilà, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc en fait, si on appuie sur le bouton, je vais actionner un plein courant sur le solénoïde. Si le bouton reste appuyé au bout de un temps qu'il faudra déterminer, hein, moi j'ai mis quelques centaines de millisecondes, eh bien on va passer en courant réduit. Là aussi, le courant faudra le déterminer. Il ne faut pas que si le batteur est levé, le poids de la bille le fasse redescendre. Donc il faut quand même un certain courant de maintien. Et si on continue à rester appuyé trop longtemps, c'est complètement anormal, et bien là, le système va me couper l'alimentation du solénoïde. Et bien entendu, à tout moment, si je relâche le bouton, c'est ça qui prédomine, parce que c'est certainement une action volontaire du joueur pour venir, il voit que la balle va partir entre les deux batteurs dans le bas, et il relâche pour essayer d'augmenter un petit peu, d'obstruer un petit peu le passage de la bille. Voilà. Donc j'ai fait un signal PWM. Voilà, je vous présente le schéma rapidement. Et puis maintenant, on va faire l'essai. Alors j'ai fait déjà une vidéo courte euh, pour, euh, pour faire réagir un peu les gens et éventuellement avoir des questions et voilà,
lancé un petit peu le débat là-dessus. Bon, j'ai eu quelques questions. Et bon, maintenant, je passe plutôt dans l'explication. Donc, j'avais utilisé à l'époque un Arduino Nano parce que c'est plus simple de travailler avec un Arduino Nano pour du développement, puisque notamment, on peut aller faire des serial print, et donc, c'est intéressant. Par contre, ce n'est plus possible avec un Atini 85. Mais une fois qu'on a vu à peu près comment il fallait faire avec un Nano, un Arduino Nano, eh bien c'est assez facile à transposer dans un Atini 85. Et donc j'ai voulu utiliser, parce qu'en même temps je voudrais vous en parler, ma carte de développement pour Atini 85, mais aussi pour Atini 84. C'est une carte qui pour l'instant n'est qu'à l'état de prototype parce que j'ai fait des petites erreurs en conception avant de faire fabriquer le PCB et je peux pas vous la proposer pour l'instant. Il faut que je résolve d'abord ces soucis et ça sera l'objet en deuxième partie de cette vidéo. Quelques questionnements à vous tous là-dessus. Voilà, passons à la démonstration. Donc ici, nous avons l'alimentation 12 volts avec le courant absorbé que je transforme en 5 volts, mais ça, je crois qu'on a déjà parlé via ce petit module. Pour mes cartes électroniques, là, ici, j'ai ma carte de développement Atini qui est reliée à mon PC, à l'IDE, de manière à pouvoir modifier, optimiser le programme. Là, j'ai une espèce d'Atini 85 déporté sur ma carte. Moi, je les monte toujours comme ça sur mes cartes, en tête de carte, à chaque fois que c'est possible, bien entendu, de manière à toujours me retrouver facilement dans les pinoches. Voilà, donc ici, vous avez le bouton qui correspond au bouton du flipper. Donc vous regarderez bien quand je vais... Alors, quand je vais appuyer sur le bouton, vous allez avoir ici la LED verte. On va agrandir un peu. Voilà, la LED verte qui correspond, lorsqu'elle est excitée, lorsqu'elle est allumée, à un plein courant dans le solenoid. La LED jaune qui est ici derrière le petit condo, eh bien, correspond à un courant réduit. Et la LED rouge qui correspond à un courant dans le solenoid, c'est-à-dire soit un courant réduit, soit un plein courant. Voilà, là vous verrez le solenoid qui manœuvre, et vous verrez bien qu'en fonction de la LED qui est allumée ici, le courant qui va changer. Au début, je vais rester... Ah oui, alors ce que je n'ai pas dit, et ici vous avez le signal qui est envoyé sur la guette du MOSFET qui a dans son circuit de drain le solenoid relié aux 12 volts, bien entendu, avec sa diode de roue libre. Alors allons-y. Donc alors lorsque je vais lancer le truc, le plein courant, en fait c'est pas tout à fait un plein courant. J'ai mis un signal, je vais faire une digital white de 200, alors que 255 c'est plein courant, pour qu'on voit bien ce qui se passe sur ce signal. Et vous verrez qu'au bout de quelques centaines de millisecondes, je vais passer à un autre signal PWM. Et là j'ai dû mettre 50 au lieu de 255. Regardons bien. Voilà, plein courant, voilà, je suis passé en courant réduit, vous avez vu, l'oscillogramme a changé, et là, ça se relâche. On va faire l'essai, et là, cette fois, je vais relâcher avant que j'ai un relâchement automatique. Voilà. Voilà.
voyez bien que le relâchement est prioritaire. Donc, voilà, l'objectif est atteint. Alors, je vous mets le schéma, le code. Si vous avez des questions, ça m'intéresse. Et maintenant, nous allons discuter un petit peu de ma carte de développement. Je vais vous poser mes questions sur le sujet. Je cherche un composant que je ne trouve pas. A tout de suite pour cette deuxième partie. Alors la carte de développement, ben, en fait c'est le PCB qui est ici, hein, sur lequel est posé un Arduino Nano, et je dois choisir si je l'utilise en tant que carte de développement pour Atini 85, en posant ici un Atini 85, ou une carte de développement pour Atini 84, en posant ici un Atini 84. Pour l'instant, mon système est prévu pour l'un ou pour l'autre, pas les deux. Donc il doit toujours avoir un seul MCU sur la carte. Ce MCU, vous remarquerez qu'il n'est pas monté sur un support à extraction nulle. Il est monté sur on va dire un socket pour petits circuits intégrés. Donc c'est pas non plus pour faire tout un tas de manœuvres. Le gros avantage du système, c'est qu'il permet de développer, puisque je déporte mon Atini ici sur la carte. Ça marche pareil pour le 84, hein. Il faut retourner la carte. Voilà, c'est comme si j'avais posé ici un Atini 85. Et je ne dois pas, lorsque je règle, je règle le programme, je téléverse, je teste, j'ai pas besoin d'enlever l'Atini. Donc c'est beaucoup plus rapide que si j'utilisais mon voilà mon programmateur d'Atini 85 et 84. Vous voyez bien, celui-là comporte des supports à extraction nuls. Fonctionne très très bien. Il y a une vidéo là-dessus. Je vais vous rappeler je vais vous la rappeler dans les commentaires. Et vous avez tous les éléments pour vous le faire fabriquer vous-même. Tout, tout, tout. Il y a 3 vidéos en tout. La première, c'est pour le réaliser. Et les 2 autres, c'est pour voir un petit peu comment l'utiliser, comment programmer la nano pour qu'elle puisse servir à programmer les Atini 85 et comment téléverser le programme dans l'Atini 85 ou dans l'Atini 84 avec quelques petits exemples de code. Voilà, donc vraiment celui-là, je vous conseille de le faire. Alors j'ai mis un gros socle en bois parce que je trouve que c'est le fait qu'il soit un peu lourd, c'est plus facile parce qu'avec les câbles, sinon il bougerait tout le temps. Là, c'est vraiment un outil formidable si vous voulez travailler avec des Atini 85. Voilà. Alors maintenant, j'ai fait différents PCB hein, pour cette carte de développement. Donc on la voit mieux ici. Voilà. Et donc, pour la faire fonctionner, j'avais prévu des analogues switch. Pourquoi? Parce qu'en fait, à certains moments, on doit venir isoler, certains moments pendant la programmation, on doit venir isoler l'Atini 85 ou l'Atini 84 de la nano. Donc c'est pour ça que nous avons ici des analogues switch. Je vais vous indiquer desquels analogues switch il s'agit. Et voilà, là c'était ma grosse erreur. Pourquoi? Parce que en fait j'avais mal lu le datasheet et donc en fait il fonctionne à l'envers. C'était des normalement ouverts alors qu'il fallait des normalement fermés ou inverse, hein, je ne sais plus. Je vais mettre tout ça en référence. Et en plus, mes analogues switch
Alors on peut les voir ici. C'est pas du tout la dimension que j'avais prévue. Je me suis complètement planté. Est-ce qu'on peut les voir Attendez, voilà. Ils sont là. Ils sont là. Alors j'ai même dû faire j'ai dû faire fabriquer un petit support pour pouvoir les adapter. Voilà, ils sont là. Ça, normalement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas souder, hein. Je me suis fait aider pour les faire souder. J'ai fait fabriquer ce petit circuit imprimé. Voilà, donc, voilà. En fait, il me faudrait, je serai plus précis dans le commentaire euh, dans la description de la vidéo, il me faudrait un analog switch compatible avec ça, c'est plutôt au format DIL. Voilà, je vais mettre tout ça dans la description. Et oui, aussi, il faudrait il faudrait que le RDS-on soit faible. Il ne peut pas être de l'ordre de la centaine d'ohms, sinon j'avais à peu près trouvé. Parce que si, selon l'utilisation qu'on va brancher en sortie d'Atini, voire même en entrée, eh bien, la résistance ici, RDS-on, il faut qu'elle soit négligeable. Au maximum, 1 ohm. Et c'est là que j'ai commencé. C'était un des gros points, des grosses difficultés. Pour trouver ça, j'ai pas trouvé d'ailleurs. Voilà. Alors là, on le voit, je pense. On le voit ADG. Alors là, bien sûr. ADG 884. Hein. Voilà. Ça, c'est la petite puce qui est là. Donc, qui est un analog switch. Je ne sais plus si c'est un double ou un quadruple. Je ne me souviens plus très bien. Voilà. Eh bien, tout ça, à la rigueur, je vais faire peut-être une petite page qui va se trouver dans la vidéo pour bien expliquer de quoi il s'agit. Et donc, si vous pouvez me proposer des choses, je serai vraiment très heureux. Et je pourrais donc refaire tout ça, soit refaire le PCB, soit l'adapter. Euh, et donc vous proposer ma carte de développement une fois qu'elle aura, on va dire, résolu tous ces petits problèmes. Voilà, mais écoutez, je pense que la vidéo se termine. Je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Merci beaucoup.